Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette capsule de Cap Diversité. Je m'appelle José-Louis Swolf, je suis professeur de sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles et je vous ai préparé une capsule intitulée Entre neutralité et engagement, quelles sont les marges d'action possibles pour un enseignant ou pour une enseignante? Le but de l'exposé est d'apporter quelques clarifications à propos des concepts de neutralité et d'engagement et de tenter de définir sur cette base des marges d'action possibles pour les enseignants et enseignantes. La méthode adoptée consistera à développer une réflexion à partir de 4 types d'approches: terminologiques, épistémologiques, juridiques, en référence en particulier aux droits humains, pédagogiques ou didactiques, et je tenterai quelques modes de synthèse et de conclusion à la fin. Commençons donc par l'approche terminologique. Le mot neutralité vient du latin neuter qui désigne ni l'un ni l'autre. Le mot engagement peut prendre des sens différents, mais il désigne en particulier le fait de prendre parti par ses actes et ses discours. Par exemple, on parlera de l'engagement d'un intellectuel pour une cause. Toutefois, il est important de souligner que la distinction entre neutralité et engagement n'est pas si simple qu'il n'y paraît à première vue, car choisir de ne pas choisir est aussi un choix. En ce sens, il serait impossible dans l'absolu d'être neutre. Le terme est à utiliser plutôt dans un sens relatif, en référence à des choix d'options possibles. La neutralité peut désigner simplement l'absence d'engagement, mais elle peut désigner aussi une modalité alternative d'engagement. On parlera par exemple de la neutralité d'un arbitre qui ne prend parti pour aucune des équipes, mais il est engagé puisqu'il doit faire respecter le règlement propre à sa pratique sportive. De même, on peut parler de neutralité arbitrale pour un juge, une juge, pour un médiateur, une médiatrice, ainsi de suite. Qu'en est-il à présent de l'approche épistémologique que nous enseignent en particulier l'histoire et la sociologie des sciences? Qu'en est-il de la neutralité de l'engagement en sciences? Mais on peut considérer que l'activité scientifique est une activité humaine qui, en tant que telle, n'est pas neutre. Elle est engagée au service de valeurs diverses, multiples et parfois contradictoires. Pour vous donner quelques exemples, eh bien, la science peut être au service de valeurs nobles, par exemple lutter contre le réchauffement climatique, ou d'entreprises de destruction, avoir contribué ou continuer encore à le faire à ce même réchauffement climatique. Il existe aussi des liens subtils entre savoir et pouvoir. Ceux-ci ont déjà été bien montrés en 1975 par Michel Foucault dans Surveiller et punir à propos de l'histoire de la folie et de la psychiatrie. D'autres sociologues des sciences ou philosophes ont proposé une analyse des valeurs propres aux communautés scientifiques dans des contextes ou des époques différentes. Qu'en est-il des savoirs scientifiques eux-mêmes? Ces savoirs, comme le dit Bourdieu, ne sont pas réductibles au contexte historique et culturel qui les ont vus naître. Par exemple, un théorème développé en Grèce antique pourra aujourd'hui être utilisé à des fins dans des contextes extrêmement différents de ceux dans lesquels il est apparu. Ces savoirs peuvent donc être considérés comme neutres ou indépendants au regard des valeurs et donc amoraux. Et c'est par contre lors de leur utilisation que des valeurs interviendront. Ce dernier point de vue est cependant partie contesté, notamment par un courant de recherche dénonçant la colonialité de savoirs produits en Occident, ou encore par des mouvements féministes dénonçant un biais de masculinité dans certaines approches en sciences sociales. Qu'en est-il en particulier des sciences humaines et sociales? Dans quelle mesure les valeurs propres aux chercheurs et aux chercheuses influencent-elles les savoirs qu'ils et elles produisent? La science, en particulier en sciences humaines et sociales, peut-elle ou doit-elle être neutre par rapport aux valeurs des chercheurs ou peut-elle ou doit-elle être engagée? Voilà autant de questions qui se sont posées dès l'origine de ces disciplines et qui ont alimenté de nombreuses controverses.
Weber, au début du XXe siècle, a proposé le concept de neutralité axiologique et vous trouverez également une capsule entièrement consacrée à ce thème dans Cap Diversité. Weber propose donc de distinguer jugement de fait, qui désigne ce qui est, et jugement de valeur, qui désigne ce qui doit être, selon des options propres à une personne. Et pour Weber, le rôle de la science est de dire ce qui est et non ce qui doit être. Weber introduit également une distinction importante entre rapport aux valeurs et jugement de valeur. Le rapport aux valeurs désigne en particulier le fait que le chercheur ou la chercheuse sont influencés par leurs propres valeurs aux différentes étapes d'une recherche, que ce soit dans le choix des objets d'étude, des méthodes, ainsi de suite. Dès lors, Weber se pose une question fondamentale: est-il possible d'élaborer un savoir scientifique objectif, compte tenu du fait que chaque chercheur ou chercheuse a un rapport aux valeurs singulier? Pour Weber, la réponse est oui, à deux conditions. Si d'une part, il y a un contrôle de la communauté scientifique, en particulier par des personnes qui ne partageraient pas le même type de rapport aux valeurs, et d'autre part, si le chercheuse ou la chercheuse adopte une posture de réflexivité qui consiste notamment à expliciter son propre rapport aux valeurs, à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres, et à montrer en quoi celui-ci ne biaise pas les résultats de sa recherche. Et donc, on peut dire qu'il y a à la fois engagement, de par l'existence d'un rapport aux valeurs chez les chercheurs et chercheuses, mais aussi neutralité par une volonté de contrôle, par l'existence de procédures de validation propres aux différentes communautés scientifiques et par l'importance de la posture de réflexivité recommandée par Weber aux chercheurs et chercheuses. Considérant à présent l'approche juridique en référence aux droits humains, ici évidemment je ne peux pas aborder les spécificités des différentes législations nationales, donc je vais m'en tenir à ce qui est commun, donc les droits humains. On peut donc se poser la question de savoir si les droits humains réclament des enseignants et des enseignantes une posture d'engagement et ou de neutralité. En fait, les deux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, pour utiliser la terminologie officielle, demande aux enseignants et aux enseignantes un engagement explicite en faveur de certaines valeurs. Par exemple, l'article 26, alinéa 2, dispose que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Donc il y a clairement un engagement en faveur de ces valeurs. Mais, par ailleurs, la même déclaration, dans le même article, mais à l'alinéa 3, dispose que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Donc, ceci implique en particulier dans un enseignement public qu'il soit attendu des enseignants et des enseignantes, comme des autres agents et agents de la fonction publique, de garantir les droits de la personne et en particulier la liberté de conscience des usagers, ici les élèves et leurs parents, ainsi que le principe d'égalité de non-discrimination. Donc, à ce titre, on peut en déduire qu'il est attendu également une forme de neutralité ou d'absence de prosélytisme. Bien entendu, il existe des nuances et des différences d'interprétation selon les situations et les pays dans la conception de cette neutralité. On peut distinguer une neutralité plutôt passive ou active, en acte ou d'apparence, notamment vestimentaire, ainsi de suite. Il est important, évidemment, de souligner qu'il pourrait exister des conflits entre les valeurs promues par la Déclaration universelle des droits de l'homme, celles des parents, éventuellement celles des enseignants aussi. C'est pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui a son siège à Strasbourg et qui statue pour l'ensemble des pays qui sont membres du Conseil de l'Europe, cette Cour européenne des droits de l'homme dispose qu'il est attendu dans l'enseignement public un enseignement qui soit objectif, critique et pluraliste. La Convention relative aux droits de l'enfant dispose également que doit prévaloir avant tout, en particulier dans des situations de conflit, le bien de l'enfant.
Considérons à présent l'approche pédagogique ou didactique. Je commencerai par évoquer le modèle de Kelly qui distingue 4 manières pour les enseignants et enseignantes de se situer par rapport à des sujets de controverse en classe. La première, la partialité exclusive, est celle où le professeur ne présente que son seul point de vue, ne sollicite pas la participation des élèves. Donc il y a une forme d'engagement du professeur qui se fait d'une manière unilatérale, partisane, voire prosélyte. L'impartialité engagée se distingue de la précédente par le fait que, ici, la diversité des opinions est reconnue, la participation des élèves, notamment à travers des débats, est sollicitée, et il y a un engagement du professeur qui, pour Kelly, doit donner son avis, mais seulement après que les élèves aient débattu. L'impartialité neutre est semblable à la précédente pour les premiers points. La diversité des opinions est reconnue, la participation des élèves à travers des débats est sollicitée, mais ici, contrairement au cas précédent, le professeur s'abstient de donner son avis. Et la neutralité exclusive correspond à une situation d'évitement. Donc le professeur évite les thèmes sensibles, n'évoque pas la diversité des opinions à leur sujet, ne sollicite pas la participation des élèves, ne leur demande pas leur avis et lui-même évite de donner son avis. Considérons à présent une autre approche qui est celle des questions socialement vives, donc en référence à des auteurs comme Bacon, Simoneau, Alpe et Barthez, on appelle questions socialement vives des questions vives à 3 niveaux. Sur le plan de la recherche, elles sont vives parce qu'il existe des controverses entre spécialistes et donc des incertitudes dans ce domaine du savoir. Sur le plan sociétal, les questions sont vives également. Il existe des débats par rapport aux pratiques sociales, au système de valeurs référent à ces thématiques. Les questions sont vives également en classe. Il peut exister des possibilités de désaccord ou de conflit entre élèves. Et ces questions socialement vives présentent également des caractéristiques importantes qui sont les suivantes. Elles ne portent pas que sur des savoirs, mais aussi sur des valeurs, des choix éthiques et politiques, et sur des représentations sociales. Elle requiert par conséquent d'autres modes de traitement que la forme scolaire classique, en particulier des travaux de recherche, l'organisation de débats, en distinguant bien les objets, les enjeux de ces débats, par exemple les débats proprement scientifiques sur le registre explicatif scientifique, des débats portant sur les aspects éthiques et sociétaux et sur les interactions entre ces différents aspects. Et donc en synthèse et en conclusion, entre neutralité et engagement, quelles sont les marges d'action possibles pour les enseignants et pour les enseignantes? Que retenir de ces différentes approches? De l'approche terminologique, on peut retenir 2 idées clés. La première, c'est qu'au sens absolu, la neutralité n'existe pas. Par conséquent, le terme est à utiliser dans un sens relatif, en référence à des choix d'options possibles. La seconde est que si la neutralité désigne parfois simplement l'absence d'engagement, elle peut aussi désigner une modalité alternative d'engagement. Donc on parlera de la neutralité d'un juge, d'une juge, d'un médiateur, d'une médiatrice, ainsi de suite. Pour un enseignant, pour une enseignante, il y aura donc des situations où un engagement explicite est attendu et d'autres où c'est plutôt une forme de neutralité de type arbitral. L'approche de Kelly, qui se fonde sur la tension entre neutralité et engagement, permet également de développer 2 idées clés. Elle a premièrement le mérite de dénoncer les dangers de 2 postures extrêmes, l'une basée sur l'engagement, qui est la partialité exclusive, et l'autre sur la neutralité, qui est la neutralité exclusive. Et elle présente 2 modalités intermédiaires, l'impartialité neutre et l'impartialité engagée, qui peuvent être des balises possibles pour les enseignants et les enseignantes. Cela étant, cette approche présente aussi des limites. Elle n'épuise pas le champ du possible, ou situer par exemple l'idée d'une neutralité arbitrale, ou situer l'idée d'un enseignement objectif, critique et pluraliste. L'approche juridique, en référence aux droits humains, permet également de développer 2 idées clés. D'une part, elle demande un engagement explicite et ferme en faveur des valeurs des droits humains de la part des enseignants et enseignantes.
Et cet engagement implique aussi le respect de la liberté de conscience des élèves et celle des parents, d'où dans un enseignement public une forme également de neutralité arbitrale, qui se caractérise par l'absence de prosélytisme et par un enseignement qui soit objectif, critique et pluraliste, pour reprendre les termes de la Cour internationale des droits de l'homme. Bien entendu, ceci ne garantit pas qu'il ne puisse pas y avoir des formes de tension à certains moments entre les enseignants, quand bien même ils développeraient un enseignement objectif, critique et pluraliste, et celle de certaines familles, mais cela offre au moins des garanties juridiques aux enseignants. Si l'enseignant peut démontrer une volonté d'un enseignement objectif, critique et pluraliste, on ne peut pas lui reprocher de déroger à un devoir de neutralité. L'approche épistémologique permet de dégager également deux idées clés. D'une part, l'importance de la distinction entre les différents registres. Pour un enseignant, il est important de distinguer ce qui relève des savoirs et des valeurs, notamment éthiques et politiques, mais aussi d'apprendre aux élèves à distinguer ce qui relève des savoirs, des faits, et ce qui relève plutôt des jugements, des valeurs, des croyances ou des opinions, notamment lors du traitement de questions socialement vives, puisque tous ces éléments interviennent dans les questions socialement vives. Aussi, lors des modalités de contrôle ou de validation des savoirs, l'enseignant pourra montrer toutes les exigences rationnelles qui sont celles de la preuve et de la démonstration, et en quoi elles s'opposent ou en quoi on ne les retrouve pas dans l'argument d'autorité, la croyance ou l'opinion. Un deuxième aspect important également, c'est celui de développer une posture de réflexivité, d'expliciter son propre rapport aux valeurs. Et donc, ces deux dimensions impliquent à la fois une forme d'engagement et en même temps de neutralité arbitrale. Il s'agit évidemment d'un thème extrêmement vaste, donc je vous propose ici quelques références bibliographiques complémentaires et je tiens à vous remercier vivement pour votre attention et à bientôt peut-être pour une autre capsule de Cap Diversité.